Je commence. Donc le démembrement de propriété. Alors j'ai coutume de dire que le démembrement, je suis provocateur, hein, le démembrement de propriété c'est bien quand ça n'existe pas. Ou plutôt quand j'en ai atténué les effets négatifs parce qu'on va voir que dans certaines situations, le démembrement de propriété pose plus de difficultés que d'avantages. Le plan de la formation, introduction, aspect juridique, ce que nous allons voir ce soir, les formes du démembrement de propriété, l'origine et la fin, les avantages et les inconvénients, les droits et les pouvoirs de l'usufruitier et du nu propriétaire. Ensuite, nous verrons les évaluations de l'usufruit et de la nue propriété, barème fiscal ou valeur économique, et quand on utilise l'un ou l'autre. On verra les comparaisons et les stratégies fiscales. Et ensuite, les démembrements de propriété et les stratégies patrimoniales avec des exemples d'applications pratiques, avec la cession à titre gratuit, donation ou à titre onéreux, donation, vente, apport, échange, par exemple, ou de l'usufruit ou de la nue propriété, et notamment les cessions d'usufruit temporaire. Et nous terminerons par la fiscalité du démembrement de propriété. Et on évaluera, on considérera la fiscalité toujours dans son ensemble, et non pas uniquement sur les droits de mutation à titre gratuit. Alors, un panorama de la formation. Quels sont les droits et les devoirs de l'usufruitier? Alors, les droits de l'usufruitier, hein, on dit l'usus, le fructus, j'y reviendrai. Donc, le droit de jouir, d'utiliser le bien. Et les devoirs, c'est de conserver, de jouir en bon parent de famille et de jouer, voilà, et de ne pas porter atteinte à la substance de la chose. Quels sont les droits et les obligations du nu propriétaire? Eh bien, le nu propriétaire, il a un droit qui est très intéressant. C'est celui d'attendre le décès, la fin de l'usufruit et donc le plus souvent le décès de l'usufruitier. Mais à part la situation du quasi-usufruit, eh bien, le nu propriétaire, même pas le nu propriétaire, il a encore moins de droits, même avec le quasi-usufruit, mais le nu propriétaire, ben, normalement, il pleure. Voilà. Et c'est d'ailleurs un des premiers inconvénients du démembrement de propriété, chez moi, c'est humain, c'est-à-dire, je donne la nue propriété à mon enfant, eh ben, assez rapidement, il peut se poser la question, papa, tu meurs quand? Donc, je trouve ça moyen. Bon. Justement, quel problème pose le démembrement de propriété? On va voir que les pouvoirs, la répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu propriétaire va dépendre en fait de la nature des biens sur lesquels repose le démembrement de propriété. Sur un immeuble, sur un portefeuille de valeurs mobilières, sur les parts de sociétés, notamment et plus particulièrement de sociétés anonymes. On a une jurisprudence qui vient de sortir. Dans quelles conditions le nu propriétaire d'un bien peut-il contraindre l'usufruitier à vendre ce bien? Jamais. Non. Le nu propriétaire ne peut pas contraindre l'usufruitier à vendre un bien. L'usufruitier est nu propriétaire d'un bien qu'on vienne de le vendre. Quels sont les droits de l'usufruitier et du nu propriétaire? Et s'il y a un partage, quels sont les droits respectifs de l'usufruitier et du nu propriétaire? Alors, la règle, c'est lorsque tout le monde est d'accord, y compris souvent les pièces rapportées, quels sont les droits de l'usufruitier et du nu propriétaire? Donc la réponse nous est donnée par l'article 621 du Code civil, et notamment quand usufruitier et nu propriétaire conviennent de vendre le bien, la règle, c'est le partage des liquidités. Sauf accord unanime pour reporter le démembrement de propriété sur un autre bien, sur l'acquisition d'un autre bien. Voilà. Bon. Et en cas de partage, eh bien, comment doit se faire le partage? Selon la valeur économique. Valeur économique et non pas le barème fiscal. Et on verra la différence entre la valeur économique et la difficulté d'application de l'évaluation économique avec le barème fiscal. Qu'est-ce qu'un usufruit successif ou réversible? Quelles applications? Donc, c'est sur la tête de plusieurs personnes. Il faut que l'usufruit successif soit constitué au moment de sa création. Sinon, après, c'est trop tard. Et le domaine d'application privilégié, c'est l'usufruit successif profitant au conjoint survivant. Et on verra d'ailleurs la fiscalité. La clause de réversion d'usufruit, quelle fiscalité? Bien justement, selon la jurisprudence, la réversion d'usufruit est une donation à terme de biens présents. Si c'est un bien présent,
normalement, les droits de mutation à titre gratuit sont dus, mais y compris entre conjoints, puisque vous savez qu'entre conjoints, on a un abattement de 81 000 euros. Donc, mais on a une tolérance de la part de l'administration fiscale pour considérer que les réversions d'usufruit sont acceptables le plus souvent comme en cas de décès. Donc, les conjoints sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit par décès. Le conjoint survivant hérite de droits en usufruit et les enfants en nue propriété. Les enfants peuvent-ils obtenir la conversion de l'usufruit en rente viagère? Oui. En capital? Non. Et ça, c'est une disposition souvent ignorée. D'ailleurs, il y a très peu de jurisprudence. Quelles sont les obligations de l'usufruitier d'un immeuble? Éventuellement, les dépenses d'entretien. Quelles sont les obligations du nu propriétaire d'un immeuble? En principe, les grosses réparations, mais selon la jurisprudence constante, en aucun cas l'usufruitier ne peut contraindre le nu propriétaire à réaliser les gros travaux au sens du 606 du Code civil. Donc, méfiance quand même. Quels sont les pouvoirs de gestion et les obligations de l'usufruitier d'un compte-titre? Alors, c'est les suites de fameux arrêts Belley de 1998, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense, peu importe. L'usufruitier est autorisé à gérer seul le portefeuille de valeurs mobilières à charge d'en conserver la substance. Et cette charge de conserver la substance va se traduire par deux obligations. On verra lesquelles. L'usufruitier est le nu propriétaire de parts de société. Qui a droit aux dividendes? Alors moi j'aime bien quand le démembrement s'exerce sur les parts de société pour justement assouplir, éradiquer les grands problèmes du démembrement de propriété, qui sont la perte des pouvoirs de gestion et l'incertitude sur le montant des revenus. Qui a droit aux dividendes? Donc ici on a deux jurisprudences, une cour de cassation, chambre civile et une chambre commerciale, qui disent que les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Donc on sera attentif dans les sociétés à l'affectation des bénéfices. On aura une préférence pour affecter le bénéfice en report à nouveau et non pas en réserve. Parce qu'une fois que c'est fait en réserve et qu'à un moment donné les parts viennent à être démembrées, notamment suite à une succession, un décès par exemple, bien si l'usufruitier ne s'entend pas avec le nu propriétaire, c'est le nu propriétaire, on verra d'ailleurs les pouvoirs du nu propriétaire dans les sociétés, sauf clause contraire. Il y a intérêt à mettre les clauses contraires. En tout cas, les sommes prélevées sur les réserves, sauf clause contraire, reviennent au nu propriétaire. Quasi-usufruit. Le quasi-usufruit, 587 du Code civil, les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, telles que les grains, l'argent, les liqueurs. L'usufruitier a le droit de s'en servir, à charge de rendre à son décès l'équivalent. Alors moi, une charge de rendre à mon décès, j'en veux bien tous les jours. Le quasi-usufruitier est un quasi-propriétaire. Mais on verra que le quasi-usufruit, il est soit d'origine légale, soit d'origine conventionnelle. Et on verra les précautions à prendre lorsqu'il est d'origine conventionnelle. Une femme âgée de, ou une femme ou un homme d'ailleurs, âgé de 61 ans est usufruitière d'un immeuble qui vaut 500. Quelle est la valeur fiscale de la nue propriété? Quelle est la méthode pour répondre aisément? Donc la règle fiscale, pour s'en souvenir, c'est la règle du complément à 10. On retient 10 et on enlève, j'y reviendrai, les 6, la dizaine de l'âge de la personne usufruitière. Donc on fait 10 moins 6 égale 4. On a 4 dixièmes, 40% de la valeur de la nue propriété. La nue propriété représente 40% de la valeur de la pleine propriété. Donc la nue propriété, 60%. 60% de 500 000 euros, ça fait 300 000 euros. Si l'usufruitier a 45 ans, on fait 10, le complément à 10, 10 moins 4, 10 moins 4 égale 6, 6 dixièmes c'est la valeur de l'usufruit, et donc la valeur de la nue propriété est de 4 dixièmes, j'y reviendrai. Donc la règle de complément à 10.
Quelle est la valeur fiscale d'un usufruit temporaire? Eh bien, c'est 23% par période de 10 ans, même simplement commencé, sans que cette valeur puisse dépasser celle d'un usufruit viager. On verra un exemple. Quand peut-on recourir à la valeur économique d'un usufruit ou d'une nue propriété? Donc, on a deux valeurs. On a le barème fiscal, le 669 du Code général des impôts, et lui, il s'impose pour les mutations à titre gratuit. À titre gratuit, donation, succession. Dès lors qu'on a une mutation à titre onéreux, telle que vente, apport, échange, à ce moment-là, on peut, et même on devrait, on doit s'affranchir même du barème du 669 du Code général des impôts pour recourir à la valeur économique, c'est-à-dire à la valeur vénale. Donc, uniquement pour les mutations à titre onéreux, vente, apport, échange. Quelle est la répartition des impôts entre usufruitiers et nus propriétaires? Eh bien, ça dépend du bien sur lequel repose le démembrement de propriété. Il en va différemment s'il s'agit d'un immeuble, s'il s'agit d'un portefeuille de valeurs mobilières ou s'il s'agit de titres sociaux. Alors, je peux vous donner la réponse dès à présent. S'il s'agit d'un immeuble, c'est l'usufruitier qui paye l'impôt sur les revenus fonciers et le nu propriétaire l'impôt sur la plus-value. Et il n'y a aucune raison, il n'y a aucune possibilité d'en déroger de cette règle-là. Pour un portefeuille de valeurs mobilières, c'est la même chose, mais avec une option, mais l'option est irrévocable. L'usufruitier et le nu propriétaire peuvent passer une convention différente de répartition, mais par une convention conclue auprès de l'administration fiscale, mais l'option est irrévocable. Évidemment, vous voyez bien que si l'usufruitier, le plus souvent, va prendre en charge la plus-value, l'impôt sur la plus-value à la place du nu propriétaire, bien, c'est comme s'il lui donnait de l'argent pour payer un impôt et donc on transfère un patrimoine en franchise de droit de mutation à titre gratuit. S'agissant de titres sociaux, part sociale action, notamment sur les sociétés civiles à l'IR, le texte concerne les sociétés article 8 du Code général des impôts, et bien là, c'est la totale liberté. L'administration fiscale établit une règle, elle dit que l'usufruit est imposable sur les bénéfices courants, le nu propriétaire imposable sur les bénéfices dits exceptionnels, sauf convention conclue avant la clôture de l'exercice. Et donc, elle rajoute dans son instruction fiscale, si cette disposition-là n'était utilisée qu'à des fins purement fiscales, et notamment de transfert d'un patrimoine en franchise de droit de mutation à titre gratuit, elle se réserverait l'application de l'abus de droit fiscal. Quelles sont les situations qui mettent fin au démembrement? Le décès, parce que l'usufruit est par essence un droit viager. Il s'éteint au décès de l'usufruitier. Il peut être convenu pour une durée temporaire, mais de toute façon, il s'éteindra au décès de l'usufruitier. Le non-usage pendant 30 ans est une autre raison, une autre situation qui met fin à l'usufruit. Voilà. Et puis on verra lesquels. Le non-usage pendant 30 ans, la perte de la chose. Il n'y a pas d'obligation de reconstruire, de reporter un démembrement sur le bien. Et voilà. Et on commence. Donc c'était l'introduction, le panorama. Et on regarde les aspects juridiques, les formes du démembrement de propriété. On va voir la Bible. Hein, on commence toujours par le civil et on terminera par le fiscal, la pleine propriété, l'usufruit. Ensuite, le quasi-usufruit, la nue propriété. Et voici les extraits du Code civil. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un a la propriété, comme le propriétaire lui-même, à charge d'en conserver la substance. L'usufruit est établi par la loi, par la volonté de l'homme, démembrement donc volontaire. On peut pratiquement tout démembrer, sauf par exemple les contrats qui prennent fin au décès de son titulaire. Par exemple, un PEA, on ne peut pas démembrer, un PEL ou un CEL. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruit, soit naturel, soit industriel, soit civil, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. 587, le quasi-usufruit.
Les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer telles que l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir, à charge de rendre à la fin de l'usufruitier des choses de même nature. Et ça va se traduire fiscalement par une créance de restitution déductible de l'actif successoral, et nous verrons un exemple. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à l'autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit, voire à titre onéreux d'ailleurs. Donc pour vendre la pleine propriété d'un bien, il faut impérativement et l'accord de l'usufruitier et celui du nu propriétaire. Mais chacun est autonome dans son droit. L'usufruitier peut vendre son usufruit, le nu propriétaire peut vendre ou céder à titre gratuit aussi sa nue propriété, mais de toute façon, l'usufruitier va s'éteindre au décès de son premier titulaire, sauf si l'usufruit a été stipulé réversif. Et à ce moment-là, il s'éteindra au décès du deuxième titulaire, par exemple. 599, le propriétaire, sous-entendu le nu propriétaire, ne peut par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire au droit de l'usufruitier. Donc c'est le droit du nu propriétaire d'attendre le décès de l'usufruitier. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres. En principe, ils sont à la charge de qui? Du nu propriétaire. Mais on l'a vu que, jurisprudence constante, l'usufruitier ne peut pas contraindre le nu propriétaire à réaliser des gros travaux. L'usufruitier paye les charges annuelles. Donc en principe, l'usufruitier les dépenses d'entretien, le nu propriétaire les grosses réparations. Et voici les causes d'extinction de l'usufruit par la mort naturelle de l'usufruitier, par l'expiration du temps s'il a été accordé pour une durée temporaire, par la consolidation, par l'extinction de l'usufruit, par le non-usage du droit pendant 30 ans et par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit a été établi. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus de jouissance, mais on le voit rarement, voire j'en ai pas d'exemple, l'abus de jouissance. 621, en cas de vente, si l'usufruitier et le nu propriétaire conviennent ensemble à l'unanimité de vendre le bien, la règle c'est le partage du produit de la vente, sauf accord pour reporter le démembrement de propriété, et s'il y a partage, la jurisprudence constante ajoute que le partage doit être réalisé selon la valeur économique et non pas selon le barème fiscal. Le juge ne peut, à la demande d'un nu propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'un usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Il est permis au donateur de faire donation de la nue propriété avec réserve d'usufruit, on a vu aussi avec un usufruit successif. Et enfin, sur la société, avec l'article 1844 qui a évolué en 2019, si une part est grevée d'un usufruit, le nu propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives. J'aime bien cet article parce qu'il confirme que participer n'est pas voter. On verra qu'on ne peut pas priver un associé du droit de participer, mais on peut le priver du droit de voter, parce que participer n'est pas voter. Voilà. Toutefois, pour les autres décisions que celles de l'affectation des bénéfices, l'usufruitier et le nu propriétaire peuvent par convention convenir d'une répartition différente du pouvoir entre usufruitier et nu propriétaire. D'ailleurs, cette disposition-là, bien souvent, on utilise le démembrement, les spécialistes du démembrement de propriété utilisent le démembrement de propriété pour régenter les pouvoirs entre usufruitier et nu propriétaire. On voit très souvent dans les statuts de société, l'usufruitier, les AGO, le nu propriétaire, les AGE. D'abord, dans une société civile, les AGO, les AGE, ça n'existe pas. Mais vous voyez bien que, attention, les pouvoirs de l'usufruitier sont quand même restreints. Et d'ailleurs, j'ajoute que s'il y a un pacte du travail, le pacte du travail qui permet de pratiquer un abattement de la base taxable de 75% en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices.
Encore un inconvénient du démembrement de propriété. Ce qui intéresse le chef d'entreprise, ce n'est pas forcément le patrimoine, à moins de vouloir mourir riche du cimetière, mais l'idée, c'est les pouvoirs. Donc attention au démembrement pour les pouvoirs. Voilà. Les statuts peuvent déroger donc, aux dispositions qui précèdent, notamment en ce qui concerne l'affectation des bénéfices. Et une jurisprudence très récente, puisqu'elle date d'aujourd'hui, une société anonyme, donc voilà, la disposition. En droit, une disposition spéciale l'emporte toujours sur la disposition générale. Donc, on a une disposition spéciale qui concerne la société anonyme, pas la SAS. La société anonyme qui dit que l'usufruitier a le pouvoir aux AGO, le nu propriétaire aux AGE, sauf clause statutaire contraire. Et alors que le 1844 du Code civil, il nous dit quoi? Il nous dit que l'usufruitier et le nu propriétaire peuvent convenir des répartitions du pouvoir par convention. Eh bien, ça ne s'applique pas à la société anonyme parce que la convention, non. Il faut impérativement que la dérogation à l'usufruit, l'AGO, l'usufruitier, l'AGO, le nu propriétaire, l'AGE, soit inscrite dans les statuts et non pas par convention. Pleine propriété. Donc, pleine propriété, c'est l'usufruit plus la nue propriété, en principe. Donc, voilà, jouir du bien, l'usufruitier, percevoir des revenus, l'usus, le fructus, et l'abusus, en disposer. Mais attention, en disposer, c'est une théorie tout ça. C'est une définition du démembrement de propriété qui est rarement appliquée dans la pratique. Parce que qui a le droit de disposer? Personne. Puisqu'on a vu qu'il faut l'accord de l'usufruitier et de le nu propriétaire, notamment pour vendre le bien. Le nu propriétaire n'a pas l'abusus. Il doit attendre le décès de l'usufruitier ou la fin de l'usufruit pour profiter du bien. Donc, la propriété, l'usus, le fructus, l'abusus, et ils peuvent être séparés. Donc, voilà, l'usufruitier, usus, fructus, l'abusus, ce n'est pas la nue propriété. Donc, l'usufruit, 578 du Code civil, a charge d'en conserver la substance. On peut pratiquement tout démembrer, les biens immobiliers, les biens de nature également mobilière, les actifs monétaires avec un quasi-usufruit. On verra la différence entre un quasi-usufruit conventionnel ou le quasi-usufruit légal. Le quasi-usufruit légal, c'est celui qui est subi. Le volontaire, c'est celui par lequel les parties s'accordent par convention des droits de l'usufruitier et du nu propriétaire. L'usufruit est par essence un droit viager, limité dans le temps. Donc, le décès de l'usufruitier, son titulaire. Il est temporaire lorsqu'il a été fixé pour une durée déterminée, mais en tout cas, il va s'éteindre au décès de l'usufruitier. L'usufruit consenti, là aussi, on a des jurisprudences intéressantes, récentes. L'usufruit consenti par une personne, détenu à une personne morale 30 ans maximum. C'est une disposition d'ordre public, sauf, on le verra plus tard, si c'est un droit réel qui résulte d'une jouissance spéciale. L'usufruit accordé à une personne morale est-il viager ou temporaire? La réponse, c'est viager, parce que l'usufruit est par essence un droit viager. Donc, il s'éteindra certes au bout des 30 ans, mais sans précision, eh bien, c'est un droit viager. Et d'ailleurs, ça pourra jouer sur la technique, mais on va voir que pour moi, j'aime pas ça, mais sur la technique de la cession d'usufruit temporaire. La cession d'usufruit temporaire, fiscalement, 13.5 du Code général des impôts, je vends l'usufruit, le premier usufruit temporaire, et à ce moment-là, l'article 13.5 dit que c'est imposable en tant que revenu foncier et non plus en tant que plus-value. Et donc, si on ne met pas de date et on vend ou on apporte un usufruit à une personne morale, sans précision de date,
il s'éteindra au bout des 30 ans et à ce moment-là, l'apport ou la vente n'est pas imposable en tant que revenu foncier, mais en tant que plus-value immobilière. Donc on peut avoir des stratégies de contournement. Mais vous voyez, quand je dis stratégie de contournement de la fiscalité, pour moi, on est sur la ligne blanche de l'abus de droit pour but principalement fiscal. Mais chacun d'entre nous a son propre degré de risque. Hein. Donc, je n'ai pas de jugement. Il y en a qui iront sur ces méthodes-là. Et moi, personnellement, je n'y vais pas. L'usufruitier ou le juge ne peut vendre la pleine propriété sans l'accord du nu propriétaire. Chacun est libre et autonome de vendre ou de donner son droit, mais de toute façon, il s'éteindra au décès de l'usufruitier ou au terme de la période pour laquelle il a été convenu. L'usufruit est conjoint ou successif lorsque plusieurs personnes en jouissent successivement. Protection du conjoint. Alors, on verra peut-être, on aura l'occasion de voir, mais pas cette fois-ci, que, vous voyez, les droits du conjoint issus des donations entre époux, par exemple, vous savez, les 3 options, et notamment les 2 qui amènent un démembrement de propriété, à savoir 1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit ou la totalité de l'usufruit, j'aime pas beaucoup. Hein. Et on verra pourquoi. On a le démembrement dans ces situations-là, dans la plupart des situations, chez moi, présente plus d'inconvénients que d'avantages. Pour moi, je n'ai pas besoin d'usufruit pour protéger une personne. Voilà, tout simplement. Parce que les droits d'usufruit, il me semblent un peu fragiles. Donc, mais quand même, l'application, donc protéger le conjoint survivant, donc un époux donne la nue propriété à ses enfants en stipulant un usufruit successif au profit de son conjoint. Ou alors transmettre sur plusieurs générations. Oui, dès qu'on peut transmettre sur plusieurs générations, c'est bien. Et donc, même si les enfants sont mineurs, hein, évidemment. Mais je vais en accord avec la génération intermédiaire, mais je vais transmettre le capital le plus bas possible et avec les techniques sociétaires, confier éventuellement les pouvoirs à la génération intermédiaire pour qu'ils puissent gérer librement et tirer même tous les fruits de ce patrimoine qui aurait été transmis avec un saut de génération. La clause de réversion d'usufruit, l'usufruit successif au plan civil, s'agit-il d'une donation conditionnelle ou d'une donation à terme de biens présents? La réponse est une donation à terme de biens présents. Donc, en principe, quand c'est une donation de biens présents, ça supporte les droits de mutation à titre gratuit. Et comme le plus souvent l'usufruit est consenti au profit du conjoint survivant, eh bien, si je consens un usufruit successif à mon décès, en principe, le conjoint survivant est taxable au droit de mutation à titre gratuit. L'administration fiscale donc, a apporté un assouplissement, une tolérance, et dit que la plupart des usufruits successifs sont taxables comme une mutation par décès et non pas une donation de biens présents. Divorce et réversion d'usufruit au profit du conjoint. La réversion d'usufruit est une donation de biens présents. La donation de biens présents entre époux est maintenue en cas de divorce, sauf exception. Mais la donation entre époux qui ne prend pas effet pendant le mariage est révocable ad nutum. Je conseille de prévoir dans l'acte de révocabilité automatique la réversion d'usufruit en cas de divorce. Parce qu'il y a une incertitude sur ce sujet-là. Règle fiscale, principe, les réversions d'usufruit sont taxables au droit de mutation à titre gratuit. Exception. Voici les exceptions à la taxation au droit de mutation à titre gratuit. Sont exonérés des droits de réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant, du partenaire lié par un pacte, des frères et sœurs qui vivent ensemble. Sont taxables au droit de mutation à titre gratuit les réversions consenties au profit du conjoint avant le 22 août 2007.
Renonciation à usufruit, je renonce à usufruit. Quel régime fiscal? Alors, on a deux visions différentes, celle de la jurisprudence et celle de l'administration fiscale. S'il y a absence de libéralité, donc de donation, eh bien, on a éventuellement le droit fixe qui s'applique. S'il y a qualification de libéralité, eh bien, à ce moment-là, ce sont les droits de mutation à titre gratuit qui s'appliquent. Et on va regarder, donc, et en plus, s'il y a une absence de donation, ça peut être un profit imposable. On le verra notamment pour les sociétés. Je rappelle qu'il y a 3 conditions à remplir pour une qualification en donation. La première, c'est l'intention libérale, le dessaisissement immédiat et irrévocable avec comme conséquence un appauvrissement du donateur, et un enrichissement à l'acceptation du gratifié. Et c'est à l'administration fiscale que c'est la preuve, que pèse la preuve de l'intention libérale. Jurisprudence. La renonciation de l'usufruit à son droit de jouissance ne constitue pas nécessairement une donation. Conseil d'État. Si la clause déterminante est le désir de se libérer du poids trop lourd de charge, la renonciation au droit d'usufruit n'exprime aucune intention libérale. Il s'agissait notamment à l'époque de l'ancien ISF. Et la preuve de la donation est rapportée notamment par l'acceptation tacite des donataires dès lors que les nus propriétaires ont fait figurer ces titres en pleine propriété dans leur déclaration ISF et ont encaissé les revenus produits par ces titres. Pour l'administration fiscale, même en l'absence d'intention libérale, eh bien, elle peut qualifier de donation. C'est un peu curieux comme texte, dès lors que les nus propriétaires prennent acte de la réunion de la nue propriété et de l'usufruit en assumant les droits et obligations d'un plein propriétaire. Et là, c'est une doctrine fiscale constante. Je vous ai mis les textes derrière. Réponse ministérielle Bourdin. BOI. Donc il dit que les droits de mutation sont dus même pour toute renonciation. Et je passe. Abandon de l'usufruit au profit d'une personne morale qui détient la nue propriété. On a 2 punitions possibles, les droits de mutation à titre gratuit, DMTG, plus un profit imposable à l'impôt société. Donc donation taxable au droit de mutation si preuve de l'intention libérale, donc 60% entre étrangers, et un profit taxable à l'IS. Un peu saignant. Devoir de l'usufruitier, jouir en bon parent de famille, ne pas altérer la substance de la chose, respecter la destination de la chose, s'acquitter des charges usufructuaires, notamment les dépenses de l'entretien. La vente d'un bien démembré ne peut pas avoir lieu sans l'accord de l'usufruitier. Ne pas confondre usufruit avec un droit d'usage et d'habitation, qui me semble léger, notamment celui du conjoint survivant. Le droit réel, le droit de jouissance spécial, le droit de jouissance légale des biens des enfants mineurs et les droits du locataire. Concernant le droit d'usage et d'habitation, le droit d'usage et d'habitation donne à son titulaire les droits de jouir du bien, mais pas d'en tirer le revenu, sauf un texte spécial pour le droit de jouissance revenant au conjoint survivant. Droit d'usage et d'habitation du logement au profit du conjoint survivant, donc une exception légale à l'interdiction de louer. Sinon, donc, user la jouissance et percevoir des revenus, notamment pour trouver un logement mieux adapté à sa situation. On a aussi ne pas confondre usufruit démembrement de propriété avec le droit réel de jouissance spéciale,
Le droit de jouissance spéciale, c'est une convention qui va dire les droits, qui va faire une répartition des droits entre les parties. Et le droit de jouissance spéciale, consenti à une personne morale, échappe à la durée des 30 ans. On a vu que l'usufruit consenti à une personne morale ne dure que 30 ans, sauf exception, notamment avec le droit réel de jouissance spéciale. Il est possible d'en convenir autrement, avec une jurisprudence constante de mars 2021. Je passe sur l'application du droit de jouissance spéciale. Le droit de jouissance légale des biens des enfants mineurs, le représentant légal, père, mère, ça dépend à qui est confiée l'autorité parentale, a un droit de jouissance des biens sur l'enfant, c'est-à-dire de percevoir les revenus, de s'approprier les revenus de l'enfant jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, 2 mots sur le droit de jouissance. Vous avez des clients, quelquefois, qui ne s'entendent plus, et qui sont séparés, voire divorcés, et qui ont tous les deux l'autorité parentale de l'enfant mineur. Et l'un des parents aimerait bien donner à l'enfant mineur, mais il se dit, moi je ne m'entends plus avec mon ex-conjoint, donc avec l'autre parent de l'enfant, et je ne veux pas donner parce que éventuellement le conjoint va pouvoir éventuellement prélever en termes de revenus. Alors il existe un outil assez redoutable, dont je reviendrai au cours de mes interventions, c'est l'article 384 du Code civil. L'article 384 du Code civil, il écarte les règles de l'administration légale. Il donne la possibilité d'écarter dans l'acte de donation ou dans le testament les règles de l'administration légale et donc de priver notamment l'autre parent du droit de jouissance légale des enfants mineurs. Donc je donne à mon enfant, je nomme l'administrateur, moi par exemple, c'est tout à fait possible. Je précise l'étendue des pouvoirs, donc tout pouvoir. Je prévois éventuellement en cas de décès ou d'incapacité d'agir qui va me remplacer pour l'administration. Et je prive dans l'acte également le droit de jouissance légale de l'autre parent. Voilà. Et comme ça, on débloque pas mal de situations. J'y reviendrai sur ce sujet-là. Les droits du locataire, à ne pas confondre aussi avec l'usufruit. Et le quasi-usufruit. Quasi-usufruit, définition, droit, pouvoir, l'étendue du quasi-usufruit, l'application du quasi-usufruit conventionnel. Et je pense qu'on terminera ici. On verra après, ou on verra pour la nue propriété. Quasi-usufruit. 587 du Code civil. Les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, telles que l'argent. L'argent, les grains, les liqueurs. L'usufruitier peut s'en servir à charge de rendre à son décès, à la fin de l'usufruit, des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de restitution. Et les liquidités qui résultent d'une situation subie, j'insiste sur le subi, relèvent du quasi-usufruit légal. Pouvoir et obligation. L'obligation, c'est la restitution. Le quasi-usufruitier, il a un énorme pouvoir, c'est consommer le bien, l'aliéner, en disposer librement. C'est un quasi-propriétaire. Le nu propriétaire, il a droit qu'à une chose, se taire. Le quasi-usufruit est viager, il s'éteint au décès de son titulaire. Et l'obligation de restitution de l'usufruitier, également. Le nu propriétaire est plein propriétaire du droit de créance de restitution. Il n'a plus aucun droit réel sur le bien. Il ne peut pas disposer de sa nue propriété. Et il ne dispose que d'un droit de créance à l'extinction du démembrement de propriété. Et il est vrai que s'il n'y a rien dans la succession, eh bien, tant pis pour lui. Alors, si vous pouviez éteindre les micros, s'il vous plaît.
Merci. Je ferai une question-réponse ensuite à l'issue de ma présentation. Et au plan fiscal, alors DMTJ, droit de mutation à titre gratuit. Eh bien, au plan fiscal, ça constitue cette obligation de restitution, cette créance, constitue un passif déductible et éventuellement, pour les filles, également un passif déductible. Passif déductible. Et les filles, j'ai une décision qui me dit que la dette de restitution serait un passif déductible. Alors. L'ancienne doctrine fiscale dit non, pas de passif déductible. Il faudra se battre éventuellement. Voilà, en termes de droit de mutation à titre gratuit et d'impôt sur la fortune immobilière, ça constituerait donc un passif déductible sous condition. L'administration fiscale précise les conditions de déductibilité. IFI et quasi-usufruit, dette de restitution est déductible de la base taxable à l'IFI. Donc, cours de cassation de 2016. Jurisprudence sur le quasi-usufruit sur dividende. La créance née d'un quasi-usufruit conventionnel n'est pas déductible de la succession de l'usufruitier. Arrêt annulé par la Cour de cassation, c'est déductible. Et voici un exemple de quasi-usufruit et de dette de restitution. Monsieur décède et laisse son conjoint donataire en usufruit et un enfant. La succession, il y a des comptes bancaires et des livrets clôturés qui présentent un solde créditeur de 40 000 laissé à la disposition de madame. Madame décède, la succession s'élève à 500 000 euros. La créance de restitution de 40 000 euros constitue un passif de la succession de madame. Donc on fait 500 000 moins 40 000. La base taxable est de 460 000 euros. L'étendue du quasi-usufruit. On distingue le quasi-usufruit immédiat, le quasi-usufruit en cours d'usufruit et le quasi-usufruit conventionnel. Immédiat. Le quasi-usufruit est immédiat sur les choses conceptibles dès le premier usage, notamment tous les actifs monétaires présents au jour de l'ouverture de l'usufruit. Par exemple, les comptes de dépôt au décès. Si c'est sujet à usufruit, les comptes de dépôt, les comptes bancaires, les plans d'épargne populaire qui prennent effet au décès de son titulaire, les PEA, les créances monétaires font l'objet d'un quasi-usufruit immédiat. Normalement, la banque devrait dégager les fonds tout de suite sans attendre les justificatifs, sauf le justificatif qu'il s'agit bien d'un usufruit. Les comptes de dépôt à vue, donc ici décision de 2003. Compte sur livret également. Plan et compte d'épargne logement. Quasi-usufruit. Pour tout ce qui résulte d'une situation sublie, plan d'épargne populaire, PEA. Donc la banque devrait délivrer les fonds directement à l'usufruitier. Quasi-usufruit en cours d'usufruit. Le quasi-usufruit peut naître en cours d'usufruit, notamment lorsque le bien sur lequel l'usufruit est transformé en liquidité, que cette transformation relève d'une situation subie et non pas volontaire. Un exemple, quand le nouveau bien est substitué au premier est un bien consomptible, comme une somme d'argent. Donc un exemple, remboursement de créances, les obligations, prêt à terme, bon de caisse, compte à terme. Alors là aussi, quand vous avez des clients qui, par exemple, détiennent des obligations de la banque. Attention, alors attendez, il faut que la prochaine fois, peut-être que je vais couper les micros.
Quand vous avez des clients qui ont directement des obligations, par exemple des obligations en direct de la banque, attention à ne pas les mélanger avec un portefeuille de valeurs mobilières, parce que les droits de l'usufruit sont complètement différents. Je suis usufruitier d'un portefeuille, pas d'un portefeuille, mais d'obligations que je détiens en direct. À ce moment-là, lorsque l'obligation est remboursée par l'émetteur, les sommes créditées sur mon compte relèvent du quasi-usufruit. Alors que si j'ai un portefeuille de valeurs mobilières, l'usufruitier ne peut prétendre qu'aux revenus, qu'aux dividendes, qu'aux coupons. Donc, isoler les comptes. Un côté, les obligations détenues en direct, l'autre côté, le portefeuille de valeurs mobilières. Le paiement d'une indemnité liée à la perte matérielle d'un bien soumis à usufruit, destruction d'un immeuble démembré, il n'y a pas l'obligation de reconstruire. L'usufruitier a droit aux liquidités issues de l'assurance. La perte juridique d'un bien et notamment l'expropriation. Bonjour lundi sociaux. Oui, bonjour. Pouvez-vous éteindre le micro, s'il vous plaît? Bien, tous mes vœux. Tu vas au Krav Maga? Oui, moi aussi. Attendez. Ah. Merci. Quasi-usufruit sur le dividende, jurisprudence contradictoire, non. Un quasi-usufruit est impossible. Le nu propriétaire a droit aux bénéfices prélevés sur les réserves, pas de possibilité d'en décider autrement. Donc chambre civile et la chambre commerciale qui est venue juste un an avant, eh bien décide le contraire, que en principe les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire, mais le dividende peut être versé en espèces, auquel cas l'usufruitier exerce un quasi-usufruit sur les sommes versées. Le quasi-usufruit conventionnel. Donc on a vu le quasi-usufruit légal, donc des situations qui résultent d'une situation subie, et maintenant on va pouvoir organiser conventionnellement un quasi-usufruit. Est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'une convention de quasi-usufruit est-elle possible sur des valeurs mobilières ou plus généralement sur des biens fongibles? Bien, la doctrine est divisée sur le sujet, mais à mon avis, non. Pourquoi? Parce que le quasi-usufruit ne peut concerner que les biens consomptifs par le premier usage. Est-ce que un portefeuille de valeurs mobilières est-il consomptible par le premier usage? Non. Donc, et d'ailleurs, la jurisprudence va vers ce sens-là. Donc, selon une partie de la doctrine majoritaire, parfois, oui, quand il y a des articles à écrire, et l'autre partie de la doctrine et la jurisprudence, elle dit non. Convention de quasi-usufruit possible sur des valeurs mobilières. Donc, voyons la position d'une partie de la doctrine. Oui, tout à fait. Possibilité d'un quasi-usufruit conventionnel, puisqu'il cite une vieille jurisprudence de 1926 sur un mobilier de ferme. Et la doctrine, la deuxième partie de la doctrine, on ne peut pas conventionnellement rendre consomptible une chose qui ne l'est pas par nature. Et la jurisprudence enfonce le clou, les valeurs mobilières sont des biens non consomptibles par le premier usage, le quasi-usufruit n'est pas applicable aux titres porteurs ni aux valeurs mobilières qui ne sont pas consomptibles par le premier usage. J'ai vu des pratiques notamment de quasi-usufruit sur des contrats de capitalisation. À mon sens, c'est impossible. Voici les jurisprudences. Non consomptibles par le premier usage. Et encore. Et encore. Et l'administration fiscale, les solutions apportées, alors elle reconnaît parfois que, alors attention, il y a le juridique, puis il y a le fiscal. Et ce n'est pas parce que l'administration fiscale dit quelquefois que oui, c'est tout à fait possible au plan civil,
ça n'engage qu'elle. Hein. Les solutions apportées, mais ici, elles confirment un peu la jurisprudence, les solutions apportées sur le plan fiscal ne préjugent pas de la validité des opérations sur le plan civil. Et la fiscalité du quasi-usufruit, le redevable de l'impôt sur la plus-value, vente et quasi-usufruit, c'est l'usufruitier, alors que, en principe, lorsque la plus-value, lorsqu'on vend un bien démembré, c'est le nu propriétaire. Sauf quand il y a quasi-usufruit, c'est l'usufruitier qui est redevable de la plus-value. Application du quasi-usufruit conventionnel, vente d'un bien démembré et report du démembrement sur des liquidités. Alors voici un schéma qui a beaucoup de succès en ce moment, notamment sur qu'on applique auprès des chefs d'entreprise. Moi, je l'aime pas celle-là. Hein. On nous explique que la donation efface la plus-value. Hein. Une donation efface la plus-value, sauf s'il s'agit de plus-value professionnelle. BIC, BNC, bénéfices agricoles. Mais pour tout ce qui est dit plus-value privée, par opposition aux plus-values professionnelles, la donation efface la plus-value 150.0A du Code général des impôts. Donc, le client, il dit, ben ouais, attention, on verra plus tard, dans la chronologie des opérations. La chronologie des opérations, j'espère que vous me voyez toujours, parce que l'écran me paraît être bloqué. Dans la chronologie des opérations, vous voyez bien que si je vends et si je meurs, alors si je vends et je meurs, ah oui, puis ça, la mort, on ne peut pas l'éviter. Hein. Bien, si je vends, j'ai IPV, impôt sur la plus-value, et ensuite je meurs, mes héritiers, ils ont les DMTG, droit de mutation à titre gratuit. Ça fait mal. Et donc, on a tendance à faire la chronologie inverse. Je donne pour effacer la plus-value, et après, on vend, éventuellement. Et vous allez voir, voilà ce qui se passe. Donc, j'ai les titres d'une entreprise, je donne la nue propriété, donc j'ai les droits, fiscalement, j'ai les droits de mutation à titre gratuit sur la nue propriété. J'efface la plus-value relative à la nue propriété. Ensuite, l'usufruitier et le nu propriétaire décident de vendre. Et avant de vendre, avant de faire ça, au moment dans l'acte de donation, ils conviennent d'une convention de quasi-usufruit. Donc, qui dit que, en cas de vente de l'entreprise, les liquidités feront l'objet d'un quasi-usufruit. Donc, on vend, attention aussi au plan fiscal, parce que s'il y a vente, on a l'IPV sur l'usufruit. Donc, au plan fiscal, on a IPV sur l'usufruit plus DMTG sur la nue propriété. Ça fait mal, hein. Moi, j'ai mieux. Hein. Enfin bon. Et ici, l'usufruitier, quasi-usufruitier, pourra disposer de la totalité librement de dépenser les biens, le réinvestir en contrat d'assurance vie, en immobilier, ce qu'il veut, avec l'obligation de restituer à son décès. Donc, vous voyez, alors, on a des jurisprudences qui disent abus de droit, et puis il y en a qui disent non, pas d'abus de droit, notamment si la convention de quasi-usufruit a été appliquée bien en amont et non pas après l'opération de donation. Voilà. Donc, je termine, on aura comme ça, il sera 21h. Et après, je prendrai les questions. Donc, après application du quasi-conventionnel, vente d'un bien immobilier démembré ou d'une entreprise. En principe, lorsque on vend, le prix de vente, 621 du Code civil, doit être partagé selon les droits économiques, sauf décision pour remployer le bien en démembrement de propriété. C'est ce qui se passe pour le quasi-usufruit. La nécessité d'une convention entre usufruitier et nu propriétaire par acte notarié ou acte sous seing privé auprès des services des impôts.
nécessité d'un acte au plan civil, au plan fiscal. Donc voilà l'exemple, IPV, impôt sur la plus-value, DMTG, droit de mutation à titre gratuit. Je vends la pleine propriété. Aïe, ça fait mal, j'ai l'impôt sur la plus-value. Et ensuite, je meurs, boum, droit de mutation à titre gratuit. Donc, on va un peu alléger la fiscalité. Je donne la nue propriété de l'immeuble ou de l'entreprise. Et dans la convention, eh bien, on dit que le produit de vente sera soumis à quasi-usufruit. Et voilà, je donne un exemple. L'entreprise qui vaut 6,4 millions, prix d'acquisition 400 000, 2 donateurs, 65 ans, 3 donataires, taux marginal d'imposition 45%. Je vends et je meurs 2,4 millions d'impôts. En supposant qu'à la vente de l'entreprise, on peut bénéficier d'un abattement renforcé de 85%. Donc la situation la plus favorable. Quasi-usufruit. À ce moment-là, j'ai les droits de mutation à titre gratuit sur la nue propriété et l'impôt sur la plus-value. Donc 1,2 million, la moitié. Et voici la réaction de l'administration fiscale. Donc CADF, le comité d'abus de droit fiscal, ensuite qui a soumis l'affaire à la cour d'appel et ensuite au Conseil d'État. Donc j'ai 2 décisions qui disent non, pas d'abus de droit. Et puis, j'en ai 2 qui disent oui, parce qu'il n'y a pas eu de Conseil d'État à la 4e. Donc, oui, abus de droit, quand la convention de quasi-usufruit a été passée après la donation. Pourquoi? Parce que dans une donation est un acte actuel et irrévocable, et vous ne pouvez pas changer les conditions de la donation. Donc, il faut impérativement que la convention de quasi-usufruit figure dans l'acte de donation. À ce moment-là, on peut éviter l'abus de droit. Enfin, disons que la Cour, la jurisprudence, a écarté l'abus de droit dans cette situation-là. Pour autant, je trouve ça un peu dangereux. Ce n'est pas ma pratique. Il y a d'autres solutions. Donc, pas d'abus de droit. Pas d'abus de droit. Il faut qu'il y ait véritable donation. Il y a ici abus de droit parce que l'administration fiscale a considéré qu'il y avait une réappropriation des fonds par le donateur lorsque la convention a été passée après l'acte de donation. Et voici les décisions d'abus de droit. Voilà, la convention a été conclue ici après la vente ou plus largement après la donation. Et qu'on l'appelle. Prévoir la clause de quasi-usufruit dans l'acte de donation ou dans le pacte adjoint ou don manuel. Si l'enfant est mineur, pensez à l'article 384 du Code civil qui écarte éventuellement la règle de l'administration légale ou le droit de jouissance de l'autre parent. Ne faire porter le quasi-usufruit pas sur la totalité des titres donnés en nue propriété. Prévoir le remploi en démembrement pour certains, par exemple. Donner la pleine propriété d'autres titres. Respecter les termes de la donation, ouvrir le champ des possibilités de la livraison par une donation alternative ou facultative. On verra ce que c'est dans les cours de démembrement, dans les donations internes notamment. Conclure la convention d'usufruit avant la vente. Concernant la créance de restitution, bannir la dispense de sa garantie, sans pour autant la prévoir, on ne sait jamais. Et voilà. Je vous remercie pour cette soirée. Je prends les questions et les réponses. Vous pouvez prendre le micro. Bonsoir, Arnaud Trijas Oui. de chez AXA. Oui. Déjà, je voulais vous remercier de cette intervention brillante où j'ai revu pas mal de choses qu'on a pu oublier au cours de sa carrière professionnelle. Alors, Merci. moi, je voudrais revenir sur un élément que vous avez évoqué, qui sont les contrats de capitalisation. Oui. Puisque, par habitude, j'en propose à mes propres clients et j'ai pour habitude également d'aller les faire démembrer chez leur notaire. Et je voulais avoir, parce que j'ai peur d'avoir trop bien compris ce que vous avez dit,
est-ce que effectivement, quand vous démembrez un contrat de capitalisation, vous attirez l'attention des clients sur le quasi-usufruit? Qu'est-ce que vous conseillez exactement? Vous faites que du démembrement ou vous abordez le quasi-usufruit dans l'acte de démembrement ou pas? Ben, moi, je ne rends pas conceptible quelque chose qui n'est pas par nature. Donc, je ne fais pas de quasi-usufruit sur des contrats de capitalisation. Mais c'est ma position, hein. Vous savez, chaque personne est singulière, hein, et donc j'ai ma façon de pratiquer le métier qui est la mienne. Et il y en a d'autres qui ont une vision différente. C'est tout. Je ne critique pas, je ne juge pas. Moi, j'ai des limites que j'essaie d'étayer par des textes, mais après, j'ai une position plutôt sécuritaire, donc je ne fais pas. Je sais que ça se fait. Je sais que ça se fait. Moi, je ne le proposerai jamais à mon client. Et si le client me dit oui, je dis moi, je ne fais pas. Non, mais c'est très intéressant ce que vous me dites, puisque moi, j'ai l'occasion de le faire régulièrement, et surtout, c'est que les notaires de mes clients ne m'en ont jamais parlé. Donc, ce sont toujours des notaires différents, vous voyez, puisque Oui. chaque client a son notaire. Oui, donc, mais est-ce qu'il vous cite les décisions jurisprudentielles qui figurent dans un document? Non, vous ne les entendrez jamais parler. non. Mais j'ai mis du temps à les trouver. Mais ce n'est que ma position, hein. Il n'y a pas de faut pas faire, c'est fait ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. Je reviendrai à un moment donné dans mes interventions sur moi, ce qui est important, c'est d'exercer le métier comme vous êtes. Voilà. Il y en a qui aiment le risque. Eh bien, ils auront des clients qui leur ressemblent, qui aimeront le risque. Moi, j'aime pas le risque. Pour moi, personnellement, j'ai des situations un peu particulières. Bon, oui, j'aime le risque, mais pas pour mes clients, pas pour mon métier. Alors, en l'espèce, pour les clients chez qui ça a été pratiqué, qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, pour ces personnes-là? Alors, pour le moment, hein, sur les personnes chez qui je l'ai pratiqué, avec leur accord, on n'a pas consommé, il n'y a pas eu de consommation des contrats de capitalisation par leurs souscripteurs. C'est-à-dire que l'épargne est toujours là, elle capitalise, mais il n'y a pas eu de consommation. Dans le cas où il y aurait consommation de l'épargne, donc comme vous le disiez, il y a créance de restitution au décès, comment ça se passe, par exemple, si le capital est consommé? Alors, il n'y a pas de jurisprudence, donc je ne sais pas comment ça peut se passer. Alors, il faut regarder d'abord qui peut attaquer. Il ne me semble pas que ce soit l'administration fiscale. Je ne pense pas. Mais ce sont les intéressés, notamment les enfants. Si jamais les enfants pourraient attaquer, par exemple. D'accord. Mais Ouais. Mais s'il y a créance de restitution et il y a du patrimoine immobilier, voire du patrimoine financier par ailleurs, il pourrait attaquer à quel motif? parce qu'on ne peut pas rendre conceptible ce qui ne l'est pas par nature. Donc mon contrat de capitalisation, j'avais la nue propriété 100, je réclame 100. Voilà. Et comme il n'y a plus les 100, et que les parents sont morts, donc le risque, je ne vois pas trop le risque, mais moi je ne fais pas parce que c'est pas légal, quoi. Enfin, pour moi, hein. Je ne sais pas ce que pourrait résulter des conflits. Alors, il y a une chose aussi, c'est que moi, dès qu'un client arrive avec des risques de conflit, je ne prends pas. Encore hier, il y a un client qui dit oui, il y a un expert comptable qui me présente une entreprise, il dit oui, et les deux fils qui ne s'entendent pas, je dis je prends pas. Je ne sais pas où ça peut aller, moi, les risques juridiques. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon métier. Donc tout ce qui est susceptible de risque humain, je ne prends pas. Je suis de passage sur Terre pour vivre heureux. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Ouais, vous appuyez sur le micro. Alors, c'est Arnaud Trijas à nouveau. Oui. Je vais vous proposer du coup une deuxième. Alors,
J'ai oui, acheté très très récemment un bien immobilier avec un partenaire avec lequel je travaille, que vous connaissez aussi, puisque c'est Oxalis Partner à Paris. Et, j'ai acheté un bien en déficit foncier, hein, pour optimiser ma fiscalité sur mes revenus fonciers, parce que j'ai beaucoup de revenus fonciers. Et pour faire cette acquisition, donc j'ai acheté en propre avec mon épouse, sans passer par une SCI et sans réinvestir en démembrement, puisque j'ai vendu un bien récemment qui était un bien démembré depuis 2002, hein, que j'avais démembré au profit de mon fils. Donc avec ma femme, on a l'usufruit, pardon, et mon fils a la nue propriété. Donc ce bien va être vendu chez un notaire très prochainement. Et je m'interrogeais sur la pertinence de réinvestir en démembrement sur l'acquisition en déficit foncier. Je ne sais même pas si, sur le plan juridique et fiscal, si j'ai le droit de le faire. Au plan juridique, je ne vois pas d'inconvénient. De reporter le démembrement de propriété. Même sur un achat en déficit foncier qui... Je vois pas, personne ne l'interdit. Il n'y a rien de l'interdit. Alors, voilà le raisonnement. Hein. Et même au plan fiscal, hein, à ma connaissance. Alors, mon domaine d'incompétence, c'est tout ce qui est tout ce qui est défiscalisation. Hein. Je plonge jamais là-dedans. C'est pas mon métier. Et je veux pas y plonger. Je veux pas toucher à ça. C'est pas ma vision de mon métier. Hein. Mais au plan civil, c'est tout à fait possible. Le 621 du Code civil, il est clair. Vous pouvez très bien réinvestir en démembrement de propriété. Donc, il n'y a pas de distinction sur le déficit ou pas déficit. Hein. Ok, ça marche. Merci beaucoup. C'est un plaisir. D'autres questions ? Alors, peut-être à mardi prochain. J'ai prévu ça dans mon calendrier tous les mardis. Mais de toute façon, je vais enregistrer... aussi, je vais faire sans doute du direct, hein, sur YouTube, sur les plateformes de diffusion que vous pourrez consulter. Mais là, j'ai pas envie de prévoir et de m'enfermer dans des carcans. Alors, oui, bonsoir. Oui. Une dernière question avant de partir. Oui, oui. Fabien Bocard, concernant un achat d'un bien qui est en démembrement, c'est-à-dire que le A achète l'usufruit et B la nue propriété. Oui. Si A vient à décéder, l'usufruit devient alors une sorte de donation. Comment il est considéré? Non, alors l'usufruit s'éteint au décès de son titulaire. Et donc à ce moment-là, donc il y a une reconstitution de la pleine propriété et avec l'application de l'article 1133. 1133 qui dit qu'il n'est dû aucun impôt. Ni sur l'impôt sur la plus-value, ni droit de mutation à titre gratuit, sauf présomption de propriété, 751. Voilà. Mais s'il y a un décès, non pas dans les 3 mois du démembrement, eh bien ici, la reconstitution de la pleine propriété se fait dans les mains de B, sans impôt. Oui. C'est d'ailleurs pour ça, c'est la première utilisation du démembrement de propriété. On verra d'autres stratégies, d'autres techniques de démembrement. Mais c'est pour réduire la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, en principe. Hein. J'ai répondu ? Okay, merci. Merci. Oui.